Ok, alors d'abord c'est ma version à moi de vous imaginer tout nu. Qu'est-ce que on dit à un développeur espagnol qui se lève à 5 h du mat pour taper du code? Je vous préviens, elle est là. Hein. Despacito. Voilà. Merci. Maintenant que vous l'avez dans la tête, on va pouvoir se concentrer là-dessus. J'espère que vous avez bien mangé. Bienvenue à la conférence à table, routée efficacement avec IP-Route 2 et NetFilter. Hop. À propos de moi, je bosse chez Clever Cloud. On fait de l'IT automation. Voilà, il y a l'adresse qui est là. De toute façon, vous tapez Clever Cloud dans Google, il n'y en a pas 100 000. Chez Clever Cloud, on héberge les applications et on automatise leur déploiement. C'est-à-dire que vous êtes développeur, vous faites une application web ou un truc qui va causer en HTTP quelque part. Vous avez envie que ça tourne quelque part sur un serveur, vous créez un compte chez nous, et ensuite vous faites git push et l'application tourne, vous n'avez rien d'autre à faire. Presque. Après, votre boulot, c'est de faire votre application. Nous, notre boulot, c'est de la faire tourner. Je reviendrai un peu là-dessus. J'en profite pour faire une petite pub. Les machins que j'ai sur la tête, c'est ma copine qui fait. Ça, c'est l'adresse de son blog. Elle fait plein de trucs trop bien, un peu geek, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc voilà, au quotidien, à la base, je suis développeur. Je fais voilà, un certain nombre de technos en fonction de la stack qu'on a besoin d'utiliser ou parfois qu'on a envie d'utiliser. Ça nous est déjà arrivé, je ne sais pas si à vous aussi, de dire « Oh tiens, cette techno-là, elle a l'air marrante, sur ce projet-là, on va utiliser ça ». Et puis 6 mois plus tard, de faire « Ok, on refait tout dans une autre techno » parce que voilà. Bref, donc j'ai testé plusieurs choses. Et sinon, mon boulot chez Clever Cloud, ça a été à l'origine de faire toute la partie entre le moment où vous faites git push et le moment où l'application tourne, toutes les briques qui causent. J'ai pas été tout seul, et depuis, il y a plein d'autres gens qui ont mis leur doigt dedans. Et maintenant qu'on commence à avoir des clients un peu plus conventionnels, un peu plus gros, je me retrouve à mettre en place des VPN entre leur data center et notre data center. Un boulot passionnant s'il en est. Et je me suis dit, quand j'en cause aux gens dans les conférences, cet aspect-là, j'ai l'impression que les gens sont complètement paumés dès qu'on parle de réseau et de routage, etc. Et comme en ce moment, la mode, c'est de faire du DevOps, de lancer plein de containers Docker, etc. sur sa machine, là, on va commencer à aller faire des copier-coller sur Stack Overflow de lignes IP-tables sans trop comprendre ce que ça fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais proposer cette conf. On va quitter le truc tout noir, histoire que ça soit peut-être plus agréable pour vous. Voilà, c'est vraiment pour, entre guillemets, les débutants, les développeurs qui dormaient pendant les cours de réseau. C'était mon cas, j'ai appris beaucoup de choses après. J'ai réappris beaucoup de choses après, pour être honnête. Voilà, si vous maîtrisez déjà un petit peu tous ces concepts-là de routing, etc., bah, vous pouvez rester, vous allez voir, il y a des quiz, vous saurez répondre aux quiz. Voilà, l'idée c'est d'avoir à la fin de cette conf une idée de ce qu'on fait quand on va copier-coller des choses sur Stack Overflow et d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le routing, le NAT et toutes ces choses-là. Je vais utiliser IP-table comme, enfin IP-route et IP-table, qui sont deux outils sous Linux, pour vous aider, enfin pour présenter les concepts. Mais vous arrêtez pas forcément sur les commandes exactes. Les commandes sont justes, hein, mais vous arrêtez pas forcément sur les commandes exactes. Il y a de la doc pour ça. Après, l'idée, c'est vraiment de ressortir en comprenant un peu ce que vous faites le moment où vous en avez besoin. Ou de comprendre ce que Docker fait le moment où ça plante et que vous avez envie d'essayer de corriger ce que Docker ou d'autres trucs font et que vous êtes un peu paumé sur votre réseau. On fait un petit rappel. Le modèle OSI, ça parle à qui ? Ah bon, ça va. Donc on a la couche 1 qui est la couche physique, la couche de liaison qui est au-dessus, souvent c'est Ethernet. Voilà. Ensuite on a la couche de réseau, on va parler d'IP. Hop, cela, je me suis planté de touche. La quatrième couche, c'est le transport, donc ça va être TCP, UDP. Il faut savoir que TCP et UDP sont très très liés à IP. C'est des protocoles qui ont été vraiment créés pour s'insérer dans des paquets IP, si je ne dis pas de bêtises.
Et ensuite, les couches au-dessus, c'est voilà, session, présentation, application. Il y a des gens qui en rajoutent jusqu'à 10 parfois. Enfin, les gens qui aiment bien faire des sous-couches dans les trucs. Donc voilà, nous, on va essentiellement parler de IP et TCP/UDP. Et on va parler de comment on route les paquets dans cet aspect-là. Parce que de toute façon, en dessous, c'est vraiment le lien physique entre deux machines et comment des machines qui sont exactement dans le même réseau et voilà, l'une à côté de l'autre causent. Et au-dessus, c'est des considérations, c'est trop haut niveau pour moi ça. Et donc je vous présente, comme on vient de manger, on va rester un petit peu dans ce thème-là. Je vous présente un restaurant, Linux Kitchen. Ce restaurant, il est un peu bizarre. Parce que quand les gens arrivent, ils s'installent sur une table, ils me donnent un nom à leur table qu'ils connaissent en interne, et ils nomment un ou une chef de tablé qui va se charger de faire passer toutes les commandes au patron du restaurant. Et donc voilà, la cuisine, enfin, le patron du restaurant gère sa cuisine derrière, et la table a un peu son propre réseau. Donc les gens qui sont en bas dans l'image, ils vont tout faire passer donc, par Lorraine, qui est en haut, et qui, elle, va communiquer avec le reste du restaurant. Donc voilà, Linux connaît deux réseaux. Il connaît son réseau Kitchen et son réseau restaurant. Lorraine McFly, donc, elle connaît le réseau restaurant et le réseau McFly. Et si on prend Marty McFly, il connaît le réseau McFly, et il sait que quand il veut sortir du réseau McFly, il faut qu'il passe par Lorraine. Ça va jusque-là ? Si on veut regarder à peu près voilà, comment c'est configuré tout ça, il y a la commande IP route, donc IP route show, qui va montrer, par exemple, dans le cas de Marty, il a, si on part d'en bas, le réseau McFly directement en accès direct, et ça vient de son nom, il s'appelle marty.mcfly dans ce réseau-là. Alors, les noms des nœuds, on va dire, des gens dans mon petit dessin là, ça sera toujours en rouge et les noms des réseaux seront toujours en bleu. Voilà, et il sait que s'il veut sortir, il faut qu'il passe ses messages à Lorraine.mcfly et on lui a dit, c'est Lorraine qui sait faire, toi tu t'en occupes pas. Lorraine, elle, si on regarde, en fait, elle a deux interfaces. Elle a une interface côté de la table où elle s'appelle Lorraine.mcfly. Alors imaginez que Lorraine.mcfly, ça peut être 192.168.0.1 ou un truc comme ça. Et puis, une interface Lorraine.restaurant qui est 10.2.28.12, par exemple. Et elle sait que dans sa configuration, le restaurant, elle y sort par son interface restaurant 1. Et elle s'appelle Lorraine.restaurant. Donc c'est une adresse qui est différente de Lorraine.mcfly, qui est son adresse, elle, pour s'adresser de l'autre côté au réseau McFly. Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu ? OK. Quand on veut envoyer une commande, on écrit cette commande. Donc il y a tout un protocole pour écrire les commandes, mais ce protocole, on l'encapsule dans des paquets où nous, on va juste s'intéresser aux paquets en fait, qui encapsulent la commande. Donc la partie en jaune, on va la dégager après, mais voilà, on écrit la commande et on la met avec, sur un papier en disant « ça c'est mon numéro de ticket, ça c'est le numéro de l'échange en cours ». J'ai mis ça pour le fun, mais à la limite, on s'en fiche aussi un peu. Et ça, c'est mon adresse source, et ça, c'est mon adresse de destination pour cette commande. Donc voilà, nous, on va vraiment garder les trois lignes là qui sont importantes pour la suite, sinon ça fait trop sur les slides. Exemple, il y a Marty qui veut envoyer une commande. Donc il fait sa petite commande, et il sait qu'on lui a dit qu'il faut s'adresser à Linux Restaurant avec le port 80. Et donc il crée sa commande, il met ça dans un paquet qui dit ma source c'est Marty McFly et il a généré un port 6066 là, 606 et ma destination c'est Linux.restaurant port 80. Il voit que sa destination c'est Linux Restaurant, lui il connaît pas, il passe à Lorraine. Elle connaît Linux.restaurant parce qu'elle est dans le réseau restaurant, elle lui envoie et Linux récupère bien la commande. Pour répondre, il va garder le même numéro d'échange, il va juste échanger la source et la destination des paquets qu'il a reçus, de la commande qu'il a reçue, pour faire la réponse. Et là, c'est le drame. Parce que Linux, on a sa configuration qui est là, pardon. Sa configuration, elle dit, moi je connais restaurant, moi je connais kitchen.
Par contre, Marty.mcfly, imaginez un serveur n'importe où sur les internets à qui vous envoyez un paquet qui dit je viens de 192.168 quelque chose. Il y en a des millions dans le monde, des milliards dans le monde, des réseaux comme ça. Voilà, lui il sait pas. Et donc en fait il renvoie le serveur et le serveur il est avec son assiette. Bon bah, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Genre, la réponse ne va jamais arriver et Marty pourra pas manger. Ce qui est quand même un peu triste. Alors comment résoudre ce problème? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Plusieurs solutions. Soit on configure tous les acteurs pour leur donner un peu toute la topologie du réseau, ou au moins à qui s'adresser à chaque fois pour communiquer avec les gens qui sont dans les réseaux un peu plus loin. Mais on va voir qu'il y a des limitations. Soit on demande aux gens qui routent les paquets, donc Loren ou Linux ou d'autres chefs de tablée dans ce restaurant-là, de réécrire les paquets qui passent. Donc la solution idéale quand on est dans un réseau idéal et qu'on peut se le permettre, c'est donc de configurer tous les acteurs pour qu'ils sachent à qui envoyer un message, à qui s'adresser pour faire passer un message. En prérequis, il faut qu'on puisse reconfigurer tous les acteurs et à n'importe quel moment, à chaque fois qu'on rajoute quelqu'un dans le restaurant, il faut qu'on puisse redire à Linux telle adresse, etc. Il faut que tu t'adresses à telle table. Je vous ai pas encore perdu? Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et donc par exemple, toujours avec IP route, on va dire pour accéder au réseau McFly, donc le réseau en bleu toujours, par mon interface restaurant 1, on va s'adresser à loren.restaurant, donc à l'adresse vraiment publique de Loren. Et donc ça donne cette table là. On avait restaurant et kitchen, ça on l'a déjà vu avant, et on rajoute donc McFly via loren.restaurant et on s'appelle linux.restaurant. Et donc si Marty envoie une commande, exactement la même que tout à l'heure, on switch la source et la destination. Et là, maintenant, grâce à cette route qui a été ajoutée, Linux sait que pour accéder à quelqu'un qui est dans le réseau McFly, il faut s'adresser à Loren. Enfin, sur la table McFly, il faut s'adresser à Loren. Ça va jusque-là? Donc ça, c'est l'idéal. Et Loren récupère le paquet, c'est router le paquet parce qu'elle connaît son réseau McFly et elle renvoie donc à Marty. Voilà, ça c'est fait. Alors par contre, c'est le plus simple, hein, parce que imaginez bien, si ça se trouve, les adresses qui sont utilisées sur la table McFly, il y a la table Tannen, c'est ça, Tannen, à côté, qui vont utiliser les mêmes adresses de réseau. Et là, ça va être le bazar, parce que pour les routes, on va être bien embêté. Par contre, si vous pouvez vous le permettre, que vous êtes dans un réseau local et que vous savez, que vous connaissez la topologie, que vous êtes capable de nommer vous-même vos types d'adresses, etc., toujours essayer cette solution-là, ça sera vraiment la plus simple. Parce qu'après, on va attaquer IP table. Et comme tout le monde qui est allé sur Stack Overflow le sait, c'est pas la solution la plus simple. Voilà. Donc si on ne peut pas configurer le patron à chaque fois qu'il y a une nouvelle table. Exemple, en fait, notre restaurant il fait des livraisons et on demande de faire un... Il y a Marty qui veut faire une commande, donc il demande à sa mère, parce que c'est elle qui paye, voilà, de commander. Et si, imaginez, vous appelez Pizza Hut du coin ou Domino's ou je sais pas quoi, et vous dites c'est pour Marty. Il ne saura pas où vous livrez. Donc voilà, si on a ce truc-là, on envoie un message à la pizzeria du coin ou au restaurant du coin. Et on est bloqué parce qu'on ne peut pas aller configurer la pizzeria. Enfin, ça serait affolant de se dire à chaque fois qu'une nouvelle personne s'installe en ville, elle recrée son nouveau réseau et on indique à toutes les pizzerias de la ville que Marty, il habite chez machin, et en plus il y a plusieurs Marty, donc il va falloir les différencier. Enfin, ça va être le bazar. Alors comment on fait pour que quand Marty envoie quelque chose, il puisse récupérer une réponse? On va utiliser la solution la moins idéale, enfin la moins idéale, qui va demander parfois un peu plus de boulot et un peu plus de réflexion, mais qui fonctionne tout aussi bien. L'idée, c'est donc de modifier tous les paquets qui passent. Donc Loren, qui est sur sa table, quand il y a un message qui va venir de Marty et qui va aller vers Linux Restaurant, elle va remplacer la source par elle-même. Et quand je dis par elle-même, c'est par son adresse qui est visible du point de vue du restaurant. Et elle va garder sur un coin de nappe que
le message qui est parti de chez elle sur le port 43201, qui venait de Marty McFly, et il va chez Linux Restaurant, et comme ça, quand le message reviendra, elle fera l'opération inverse et pourra renvoyer le message à Marty. Ça va toujours jusque-là. Et donc ça, on a appelé ça le NAT, neutralité d'agencement des tables. Ça faisait plus rire la dernière fois, c'est pas grave. Et donc il y a deux types de NAT, soit le source NAT, SNAT, en vrai ça veut dire Network Address Translation, pour, voilà. Donc soit la source NAT, où on change la source d'un paquet, soit destination NAT, où on change la destination d'un paquet. Et donc pour configurer, pour que ça fonctionne, on a juste à dire à Lorraine, voilà, ça c'est, donc on utilise la commande iptable, enfin c'est celle que j'utilise là pour le talk. On va dire tout ce qui sort de chez toi, qui vient de chez McFly et qui ne va pas chez McFly, un point d'exclamation au moment destination, c'est qui ne va pas chez McFly. On lui dit tu fais du SNAT et tu changes la source en Lorraine.restaurant. Voilà. Non, je déconne. On va faire un petit peu plus quand même. Parce que imaginez maintenant qu'on est dans un restaurant un poil plus compliqué où les gens, parfois, genre ils n'ont pas aimé leur plat, alors ils peuvent s'échanger les plats entre les tables et se les envoyer et tout, genre, c'est la joie. Très sympathique comme restaurant, je vous recommande. Et donc, on a la table Tannen et la table McFly, et la table Other, mais c'était histoire de remplir le trou. Il y a Biff Tannen, qui a envie d'envoyer, qui aime vraiment pas, et qui se dit, si moi j'aime vraiment pas, Marty aimera peut-être vraiment pas, et j'ai bien envie de l'embêter, et donc je veux lui envoyer mon assiette. Pour ça, il doit s'adresser à son chef de tablé, il doit s'adresser à Lorraine, qui doit, voilà, etc., etc. Et donc, pour que ça fonctionne, vu que Biff ne sait pas où... donc on est dans le principe où on n'a pas le réseau idéal, et Biff ne sait pas exactement où est Marty. Par contre, on lui a dit, pour envoyer un truc à Marty, il faut s'adresser à Lorraine Restaurant. Donc à l'adresse de Lorraine dans le cadre du restaurant, du point de vue restaurant. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on dise à Lorraine, les paquets que tu reçois, sur par exemple un certain port, par exemple 1010, tu les renvoies vers Marty. Donc on utilise iptable, donc on a une phase de détection et une prise de décision. On va la regarder un peu ensemble, cette commande. Donc d'abord on dit, avec pré-routing, on regarde tous les paquets entrants. Et pré-routing, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avant de se poser la question de où on envoie le paquet, on va peut-être faire une action sur ce paquet. Et ensuite, on va regarder où on envoie le paquet. On filtre sur la destination, donc là c'est Lorraine, on lui dit bah, tout ce qui arrive sur ton adresse Lorraine Restaurant, donc un peu public quoi. Bon, j'ai mis le protocole histoire que vous ayez la commande complète, mais voilà. Et donc tout ce qui arrive en TCP et ce qui est ce qui arrive sur ton port 1010, donc sur l'adresse publique, sur le port 1010. Et là, donc c'est prise de décision une fois qu'on a matché le paquet. On dit qu'on change la destination, DNAT, et qu'on va faire passer le message à Marty McFly. Et quand on dit, alors je me suis mal exprimé, on va modifier le paquet qu'on vient de recevoir et qu'on s'apprête à router pour dire maintenant la destination c'est plus Lorraine Restaurant, c'est Marty McFly. Alors là on n'a pas spécifié de port et donc ça réutilise le même port 1010. Ça va jusque là? Ok. Ou alors ça va vraiment pas du tout. Donc là, il faut bien savoir que l'initialisation ne se fait que dans un sens. C'est-à-dire qu'avec cette règle-là, Marty ne peut pas communiquer avec Biff. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur. On lui dit, si tu causes à Lorraine Restaurant port 1010, tu auras une réponse, mais on ne sait même pas de qui. Ou tu auras une réponse, ou alors ça va être reçu, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et voilà, et ça va vraiment dans un sens, et on modifie chaque paquet avant de se poser la question d'où on les envoie. Ok, vous avez l'air super chaud. On va faire un petit quiz. Je vous laisse une minute, on va le lire ensemble. On a, en haut, c'est ce qui se passe chez les McFly. En bas, c'est ce qui se passe chez les Tannen. Donc on a Lorraine McFly qui connaît le restaurant et qui a son adresse Lorraine.restaurant, et qui connaît McFly et qui a son adresse Lorraine McFly. Là, j'ai pas mis du bleu pour le réseau et du
rouge exactement, parce que ça permet de bien différencier les différents réseaux. Et on a Marty qui est à côté, qui dit moi je connais le réseau McFly, et je me suis planté en l'écrivant, je m'appelle Marty pour McFly, et non pas Lorraine pour McFly. Heureusement que vous suiviez, merci. Et dès que je veux sortir de chez McFly, je passe à Lorraine et c'est elle qui se débrouille. Et Griff, c'est exactement la même chose que Lorraine, sauf que c'est pour la table Tannen. Donc voilà, il a un côté restaurant, un côté Tannen. Et Biff, pareil, il sait qu'il connaît sa table à lui, il peut s'adresser à n'importe qui en direct sur sa table. Par contre, pour sortir, il doit faire passer par Griff. Ça va jusque-là? Donc si Lorraine a ces règles-là. Donc c'est les deux règles qu'on a montrées. Donc la première est d'en bas et la deuxième en haut. Donc tout ce qui arrive sur Lorraine Restaurant, pré-routing, on modifie le paquet pour changer la destination en Marty McFly. Donc là j'ai même spécifié un port chez Marty McFly. Et tout ce qui sort de chez moi, qui vient de chez McFly et qui ne va pas chez McFly, donc qui va vers au restaurant en l'occurrence, ou vers n'importe qui d'autre, je modifie le paquet pour changer sa source avant de l'envoyer. Griff a la règle de post-routing pour changer sa source. Ça va jusque-là, c'est la même que la post-routing de Lorraine. Maintenant, on a Biff qui envoie le message qui est en bas à gauche. Là. Je vous ai rappelé les règles là. Voilà, et je vous ai rappelé le dessin là. Là. Biff envoie son... Comment ça s'appelle Biff envoie son message, donc il vient de Biff Tannen, sur un port, on s'en fiche un petit peu. Et ça va vers Lorraine pour un restaurant sur le port 1010. Qui est le destinataire final du paquet? Est-ce que, vous êtes prêts? Est-ce que c'est A, Griff? Est-ce que c'est B, Marty? Vous avez le droit de lever la main quand vous pensez que... Est-ce que c'est C, Lorraine? Ou est-ce que c'est D, Linux? Ok, un peu plus de participation là. Prochaine question. Hein. C'est effectivement Marty. Il y en a un qui avait soufflé un peu là. Voilà. Il y a une question là-dessus ou c'est bon? Ok. La question c'est que reçoit Marty comme paquet? Est-ce qu'il reçoit un paquet de Biff Tannen vers Lorraine pour restaurant? Est-ce qu'il reçoit B, un paquet de Biff Tannen vers Marty McFly? Ou est-ce qu'il reçoit C, un paquet de Griff restaurant vers Marty McFly? C. Ouh, vous êtes meilleur que la dernière fois. Vous rigolez moins aux blagues, mais vous êtes meilleur. Voilà, effectivement, c'est C. On va quand même détailler s'il y en a qui n'ont pas tout suivi. Donc, il y a Biff qui crée son paquet. Donc, il a sa source, c'est lui, et sa destination, on lui a dit, c'est Lorraine Restaurant. Soit. Il ne connaît pas Lorraine Restaurant local, donc il utilise la route default, donc il passe à Griff. Donc Griff reçoit en entrée un paquet de Biff et vers Lorraine. Il le route, donc il n'est pas pour lui, parce qu'il est pour Lorraine Restaurant. Et Lorraine Restaurant, moi je connais, c'est par l'autre côté. Donc il le route par l'autre côté. Et là, au moment où ça sort, après l'avoir routé, post-routing, comme quoi, il dit « Ah, mais moi j'ai une règle qui dit que je change la source de tout ce qui vient de chez moi et qui va vers l'extérieur pour mettre mon adresse. » Donc il change vraiment la source du paquet pour mettre sa propre adresse publique. Enfin, publique en termes au niveau du restaurant. Lorraine reçoit. Donc elle a une adresse, un paquet qui arrive sur Lorraine Restaurant Port 1010. Elle a une règle, avant même de se poser la question de qu'est-ce qu'elle fait du paquet. Elle a une règle qui dit ah, c'était pour moi sur le port 1010, donc je remplace la destination par Marty McFly. Ça va jusque-là. Ensuite, elle se pose la question de que fais-je du paquet? De l'assiette. Et elle se fait ah, c'est pour Marty McFly, donc c'est derrière moi, c'est du côté de la table, je le passe à Marty, donc via mon interface de la table. Et ensuite, ça arrive chez Marty, j'ai loupé plein de mots, mais c'est pas grave, qui reçoit un paquet donc qui vient bien de Griff.restaurant pour Marty et qui est à destination de Marty McFly. Et dans l'autre sens, s'il y a une réponse, il y a Lorraine qui va automatiquement rechanger la source
pour mettre elle-même. Et Griff, pareil, qui va automatiquement rechanger la destination parce que lui, il avait noté que le paquet aller venait de BIF. Et donc le retour, il va dire ah bah c'est pour BIF parce que c'est le même numéro de commande là qu'on avait vu. Ok, un petit peu plus velu. Donc on a sur les mêmes règles pour Lorraine. Et on a Linda. Alors Linda, je ne sais pas si vous voyez, c'est la sœur de Marty. Et elle veut envoyer un paquet, donc elle est sur la table Marty, et elle envoie un paquet qui vient de Linda McFly vers Lorraine Restaurant Port 1010. Qui reçoit le paquet à la fin? Est-ce que c'est A Linda? Est-ce que c'est B Marty? Est-ce que c'est C Lorraine? Est-ce que c'est D Linux? La réponse D. Ok. Les gens ont l'air d'être plus pour Marty. Alors il faut lever la main quand je dis B et pas juste dire Marty après. Sinon on a l'impression que voilà. Effectivement, donc c'est bien Marty qui reçoit le paquet. Par contre, que reçoit Marty? Est-ce qu'il reçoit A exactement le paquet qui a été envoyé? B, le paquet où la destination a été changée pour avoir Marty McFly? Ou C, le paquet où la source a été changée en Lorraine Restaurant et la destination en Marty McFly? Ah. C'est bien là, ça commence à... La D, non, il n'y a pas la D. Donc c'est bien la B. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la règle de post-routing, elle s'applique que pour ce qui ne va pas chez McFly. Donc en fait, Lorraine a changé la destination du paquet, mais elle n'a pas eu à changer la source, parce que sa règle n'a pas matché avec le nouveau paquet, vu que le nouveau paquet, elle est chez McFly. Et la question c'est, à qui répond Marty? Est-ce qu'il répond à Linda? Est-ce qu'il répond... Donc il a reçu, excusez-moi, Marty a reçu là, un paquet de Linda McFly vers Marty McFly. Est-ce qu'il répond à Linda? Est-ce qu'il répond à Biff? À Lorraine? À D, la réponse D, Linux. Et il répond effectivement à Linda. Et là, ça pose un problème. Parce que Linda, elle avait envoyé un message de elle vers Lorraine Restaurant, et elle reçoit une réponse à ce message venant de Marty. Et elle fait je sais pas d'où il sort ce mec. Je ne m'attends pas à avoir une réponse de ce type-là, je tège le message. Donc elle ignore, enfin littéralement, elle ignore le message et elle est persuadée que Lorraine ne lui a jamais répondu. Donc elle est triste. Et Marty est triste, parce qu'après, ça va pas continuer. Alors, c'est là que ça devient Sioux un peu. Donc j'ai pris cet exemple, parce que quand vous commencez à être un petit peu joueur avec des machines virtuelles sur un hyperviseur ou des conteneurs, etc., c'est des problèmes qui peuvent arriver quand vous avez fait des règles qui permettent de causer avec l'extérieur, mais que vous essayez d'appeler l'IP externe avec un port, et que c'est censé se rediriger vers un service qui est aussi dans votre réseau, et que le service vous répond, et là vous ne comprenez plus rien à ce qui se passe, et c'est souvent pour ça. Donc c'est un peu Sioux. Donc on a toujours la règle de pré-routing. Donc ça c'est la configuration de Lorraine qu'on va faire. On a toujours la règle de pré-routing. On va créer une nouvelle chaîne de règles, parce que les règles dans le cas d'IPTAP sont dans des chaînes, où à chaque fois qu'on rajoute une règle, on va tester toutes les règles les unes après les autres, et la première qui match va permettre de sortir, enfin on va faire l'action sur toutes celles qui matchent, et parfois il y en a une qui dit juste tu sors de la chaîne. Donc la première, donc dans la chaîne pré-routing, on a le truc qui permet de changer la destination. Dans local, on va créer une chaîne local SNAT. Et dans local SNAT, on va dire tout ce qui ne vient pas de Lorraine.McFly et qui vient... Non, tout ce qui ne vient pas de Lorraine.McFly, pardon, on va dire que en fait, ça vient de Lorraine.McFly. Là, je crois que j'ai oublié, il fallait peut-être aussi dire tout ce qui vient de McFly, mais qui ne vient pas de Lorraine.McFly, mais qui sort de chez Lorraine vers le réseau McFly, on va dire que en fait, ça vient de chez moi. Et non, j'ai pas oublié, pardon, même moi je m'y perds, c'est dire. Et ensuite, on va juste dire si ça n'a pas matché, si on n'a pas matché, rien matché dans la chaîne locale SNAT, on va revenir en arrière vers la chaîne qui avait envoyer le paquet dans la chaîne SNAT, local SNAT. Ça va?
On arrivait par exemple dans pré-routing ou dans post-routing. Donc on va voir la dernière règle, enfin l'avant-dernière. Ça arrive dans post-routing si ça vient de McFly. Donc on est toujours chez Loren. Hein. Si c'est un paquet qui vient de McFly et qui va vers McFly, on envoie dans la chaîne locale SNAT. Là, on match si ça venait de Loren, oui ou non. Et donc à ce moment-là, on va changer la source. Et sinon, on revient et là, on exécute le si ça vient de chez McFly et que ça ne va pas chez McFly, on met la source en Loren.restaurant. Et là, ça fait des chocs à pic. Voilà. Non, en vrai, donc effectivement, quand le paquet va arriver chez Marty, il va voir que ça vient de Loren McFly, il va répondre à Loren McFly, qui va répondre à Linda, et comme elle aura noté sur un petit papier que il fallait répondre en tant que Loren Restaurant, ça va bien se passer, ça va répondre à Linda. Et voilà, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est obligé de faire comme ça en permanence, mais faut ce qu'il faut. Donc ça, ah oui, c'est vrai, j'avais prévu tout un truc où j'explique les uns après les autres. Comme quoi j'avais prévu de galérer à recomprendre ce que j'ai écrit. Vous avez compris ou je vous refais le... Non, c'est bon. Ok. Maintenant, on va récapituler un petit peu comment faire ces règles. D'abord, la première question à se poser, c'est les serveurs à qui on veut causer, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Attends, ça ne va vraiment pas rire. Est-ce qu'on peut juste faire du routage? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ne pas s'embêter avec toutes ces histoires de modifier les paquets, etc. et juste dire, ce paquet, s'il a telle destination, il faut que je m'adresse à telle personne. Parce que dans un réseau, c'est vraiment la philosophie du next hop, quel est le prochain nœud à qui m'adresser. Et en gros, c'est si je ne sais pas où envoyer, j'envoie au suivant, il saura peut-être quoi en faire. À ce moment-là, voilà, on va utiliser IP-route, on va faire du routage. Donc ça, c'est d'abord essayer de faire du routage le plus possible. Si on ne peut pas, est-ce que c'est un paquet qui arrive qu'il faut modifier? À ce moment-là, on va utiliser pré-routing pour modifier le paquet avant de se poser la question de ce qu'on en fait. Ce qui n'exclut pas de faire en plus des règles de routage un peu chelou. Hein. Vous êtes libre. Si c'est un paquet qui s'en va, donc qui a déjà été routé, qui s'apprête à partir, et qu'on veut le modifier pour faire croire que ça vient de chez nous, on va utiliser post-routing. Alors on peut faire autre chose que juste modifier les paquets, on peut les loguer, on peut les faire plein d'autres choses, mais là je suis vraiment dans la modification. Et là, j'ai envoyé le truc, il n'y a personne qui répond, ça ne marche pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous pouvez, sous Linux, utiliser le magnifique outil TCP-dump. Alors il y a Wireshark aussi, mais TCP-dump ça marche bien. Et puis après, vous pouvez charger votre truc en local dans Wireshark. Voilà, et ça va vous afficher tous les paquets qui passent. Et vous allez dire, bah, moi je m'attends à avoir des paquets qui viennent de machin, de tel port, ou enfin vers bidule sur tel port. Et ça va tous vous afficher. Et si vous êtes sur bidule et vous voyez rien arriver, c'est qu'il y a eu un problème avant. Ou alors vous voyez les paquets, vous êtes chez Loren, vous voyez les paquets passer dans un sens et vous ne les voyez pas revenir dans l'autre. Là vous dites, ah c'est peut-être que là, il ne sait pas à qui répondre. Et donc vous finissez par lancer TCP-dump sur tous les nœuds qui sont censés causer. Et essayer de regarder pour comprendre quels sont les paquets. Et après, si vous êtes joueur, vous pouvez même dire, ah alors là je vois un paquet de début de connexion, de session TCP. Puis je vois des choses et ah tiens la window là, elle a l'air bizarre donc c'est peut-être un problème de MTU. Bon, c'est pas dans le cadre de ce talk, mais on peut beaucoup s'amuser avec TCP-dump. Il y en a peut-être qui vont me dire IP-table, c'est pas censé être remplacé par plein d'autres trucs, censé être vieux, tout ça. Maintenant il y a des nouvelles choses dans le kernel. Qui voulait dire ça? Ouais. Jamais prévu. C'était une ouverture, c'est ça. Il y a, alors IP-table, c'est effectivement un framework qui est dans le noyau Linux. Moi j'utilise celui-là parce que c'est vraiment ce que vous allez trouver en général sur Stack Overflow et un peu partout. L'idée c'est que vous compreniez les concepts. Après vous utilisez les outils que vous voulez. Il y a un remplaçant qui s'appelle NFTable qui est censé être beaucoup mieux, qui est effectivement beaucoup mieux. Et j'ai pas encore trop commencé à l'utiliser, mais vous allez voir qu'il y a un autre remplaçant qui arrive et on va peut-être sauter NFTable finalement. Donc il y a un meilleur support de la gestion de IPv4, IPv6. Au lieu d'avoir des chaînes très strictes, en fait toutes les chaînes elles sont déjà déclarées dans IP-table et les paquets passent forcément dans des chaînes définies de façon très très stricte. Donc ça peut être très très lourd et ça nous oblige, comme vous avez vu plus haut, tout ce truc là,
de faire des nouvelles chaînes pour pouvoir appliquer parfois au même message plusieurs tests, parce qu'on ne peut pas appliquer plusieurs actions ou faire plusieurs tests en même temps différents sur un message. Hop là. Les règles sont censées être beaucoup plus performantes parce qu'ils stockent les règles dans un arbre multidimensionnel et il n'y a plus trop de questions de règles qui se testent les unes après les autres. Alors c'est possible de le forcer pour faire ça si c'est vraiment ce que vous voulez. Mais de base, il va essayer de chercher ce qui matche le mieux dans un arbre. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont bossé un peu sur la structure en arbre, mais c'est quand même très très rapide. Ça permet de faire des algos en log de n, etc. S'il y en a à qui ça parle. Là, on peut avoir plusieurs actions par règle et parfois plusieurs tests sur le même paquet avant de choisir l'action qu'on veut faire. Voilà, voilà. Et il y a un encore plus remplaçant du turfu. Et quand je dis du turfu, ça sort dans 3 mois. C'est BP-Filter. Et donc c'est une interface qui rappelle un peu iptable et nftables. Pourquoi je dis pas iptables? Je ne sais pas. Donc BP-Filter qui se base sur BPF. Et là vous allez me demander, qu'est-ce que BPF? BPF, c'est un autre framework dans le noyau où on écrit dans un genre d'assembleur un peu spécifique du code qui est directement compilé, enfin il y a un just-in-time compiler, etc., et interprété par le kernel et qui vous permet de faire carrément, enfin d'exécuter du code sur les paquets qui passent. Et tout ça se passe dans le kernel, voire même dans le driver. Et les paquets sont traités vraiment très très rapidement sans avoir, s'il y en a à qui ça parle, kernel land, user land, etc. Sans avoir à faire des allers-retours entre les deux. Vous pouvez charger directement dans le kernel tous vos codes. C'est prévu dans les compilateurs. En fait, la vérification dans le compilateur de BPF du kernel vérifie que votre code finit. En fait, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on n'a pas le droit de faire de boucle par exemple. L'idée c'est qu'on reçoit un paquet, on exécute le code dessus et il est censé se finir. Voilà, et en plus il y a une extension à BPF, etc. qui s'appelle XDP, et là c'est vraiment le turfu 2000, comme on dit. Faut que j'arrête avec les expressions. On peut écrire ces règles en BPF, et avec XDP, quand il y a une carte réseau qui supporte, aller écrire directement ces règles alors soit de routage, soit de accepter ou refuser des paquets, directement dans la carte réseau. Et en fait, on peut faire son firewall, sa mitigation, je ne sais pas si ça se dit en français, bref, de DOS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, genre vous recevez plein de paquets UDP ou plein de trucs comme ça ou des ouvertures de sessions TLS qui ne se finissent pas. Et vous pouvez détecter ces choses-là directement avec votre code et prendre des décisions à partir de votre code. Genre si vous voyez que les 10 derniers paquets ou les 100 derniers paquets ressemblaient tous à ça, on va peut-être bloquer automatiquement cette IP. Donc ça c'est BPF qui permet. Et avec XDP, on va pouvoir, enfin on peut déjà, si on a le matos qui va bien, charger ça directement sur la carte réseau. Ça passe même pas par le kernel. Et c'est la carte réseau qui rejette les paquets pour vous avec du code que vous avez écrit. Donc ça c'est voilà, pour du filtrage, mais vous pouvez aussi avec BPF écrire aussi du NAT, écrire ce genre de choses et avoir des actions qui sont faites directement sur votre carte réseau. Donc au niveau des perfs, vous êtes voilà, il faut s'appeler de l'assembleur. Bon, il y a une implémentation en Rust, s'il y en a qui s'intéressent, qui a été faite et en C et qui vous permet de compiler vers ce genre d'assembleur BPF. Donc voilà, continuez de regarder un petit peu. Si vous installez un tout nouveau serveur, n'hésitez pas à regarder nftable, ce qui est censé être le remplaçant d'iptable. Parce que BPF, il y a encore beaucoup d'outils qui sont en train de se construire. Il faut littéralement taper du code. Et parfois, on a juste envie de mettre une règle. Regardez BPFilter, qui va être le truc où vous mettez juste une règle et ça génère le code pour vous. Ça sort. Enfin, ça a été annoncé pour dans 5 mois, il y a 2 mois, donc dans 3 mois, c'est ça. Donc voilà, et puis les différents outils pour si vous voulez faire du BPF un petit peu marrant, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous laisse poser des questions si vous en avez. Ouais. Alors je sais pas si c'est qui va poser des questions sur Mascara.
globalement aujourd'hui, les grosses complexités qu'il peut y avoir, surtout quand on a des clusters Kubernetes, parce que souvent en général, c'est d'arriver à router dynamiquement des choses qui ne sont pas vraiment HTTP. Par exemple, une connexion à MySQL et d'arriver à avoir quelque chose dynamiquement qui dit l'horaire, voilà. Je sais où aller chercher ton conteneur pour amener ton paquet sur MySQL. Aujourd'hui, la difficulté se trouve vraiment où en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une... Je pense que c'est les problématiques de l'avoir chez Clevercloud aussi, ce genre de choses. Si j'ai déployé mes conteneurs MySQL, comment je fais pour dynamiquement pouvoir les toucher sans... La réponse qui est la plus communément, qui est utilisée un petit peu partout, ça sort un petit peu de juste ces histoires de routage, parce que ça c'est vraiment bas niveau. La réponse, en fait ça c'est un problème d'adressage, et non pas un problème de routage. Donc la question c'est, la réponse qui va être apportée à ça, ça va être, en général tu vas avoir un DNS qui va être capable, quand un service arrive, il va s'enregistrer sur ce DNS là. Je sais qu'avec Kubernetes, Docker, etc., et je ne sais plus comment ça s'appelle là, ils ont leur propre et des reverse proxy, et un genre de DNS où les services viennent s'inscrire et récupèrent un nom, et ensuite on configure les autres services en donnant une adresse. Et parfois, même si tu sais que c'est toujours la MySQL de ce service-là, ça va être toujours la même adresse réseau, sauf que devant, tu vas avoir en général un reverse proxy qui va être capable de matcher cette adresse-là, donc ce nom de domaine, vers le service qui est derrière. C'est un problème qui est un tout petit peu plus haut que celui-là. Donc là, c'est vraiment quand tu es en train de faire tous tes bidouilles, mais sur du dynamique, la réponse, ça va souvent être de l'adressage. Et là, tu peux te faire un peu plus plaisir en DNS. Tu avais l'air d'avoir une réponse? Non, c'est juste que GitHub a publié un article la semaine dernière sur comment est-ce qu'ils gèrent leur MySQL et le fallback quand il y a des problèmes, etc. avec du HAProxy pour gérer les connexions, etc. Et ça, je pense que ça répond pas mal à cette question-là. Enfin, c'est assez intéressant. D'accord, je vais essayer d'aller voir. Ensuite, tu peux même faire de l'IGP, ou du BGP. Ça devient très très drôle. Ça sera pour une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, j'ai préparé la slide. C'est quoi, Ah non, est-ce qu'il y a d'autres, vraies entre guillemets, ça là c'est une vraie question, mais est-ce que j'ai envie qu'on me la pose? Parce que je fais exprès de ne pas en parler, mais je la garde pour la fin. Non, vous voulez que je passe à Masquerade tout de suite? Pour finir? Ok. De toute façon, je vais être un peu en avance. Bon, c'est pas grave. Masquerade, c'est littéralement pour les gens qui n'y connaissent rien. Mais maintenant que vous y connaissez, vous n'allez pas utiliser Masquerade. Ce qui est indiqué dans l'encart jaune, c'est la doc de quand on veut activer Masquerade dans le noyau Linux. Et donc la doc dit c'est uniquement utile pour en gros les portables, les gens qui ont des connexions mobiles ou des connexions dial-up. Pour les gens qui ont des adresses qui, à chaque nouvelle connexion, à chaque nouvel appel, l'adresse va être différente. En fait, c'est littéralement, quand je dis c'est pour les gens qui n'y connaissent rien, en fait c'est pour les serveurs qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire que Masquerade, vous allez souvent trouver ça sur Stack Overflow. Réfléchissez un petit peu en termes de SNAT et de DNAT. Si vous connaissez votre réseau, vous n'avez aucune raison d'utiliser ça. En fait, Masquerade, ça va, en fonction de par là où ça va partir, ça va automatiquement faire les sources NAT qui vont bien. Et au bout d'un moment, ça se passe mal. De base, au bout d'un moment, ça se passe mal. Et si vous avez plusieurs interfaces, parfois ça peut s'en mêler les pinceaux. Enfin bref. Et les perfs sont vraiment pas extraordinaires parce que ça fait plein de calculs sur les paquets, alors que juste une règle de SNAT, donc de post-routing SNAT, suffit pour répondre à votre besoin. Voilà, quand vous voyez une réponse Masquerade sur Stack Overflow, souvent c'est les questions qui sont Masquerade. Ouais, pardon. Et à ce moment-là, fuyez un petit peu. Alors, réfléchissez vraiment, est-ce que je connais mon réseau? Et si je connais mon réseau, je sais quelles règles utiliser. J'ai pas besoin de dire au serveur d'essayer d'inventer les règles tout seul. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous remercier aussi de penser à... Ça n'a pas encore été mis sur les murs, je crois, si? Non, ça c'est celle d'avant. Il y a les petits papiers pour mettre des petits stickers pour dire ce que vous avez pensé de la conf. Ça permet après de savoir... Voilà, n'hésitez pas. Pour l'instant, les papiers sont juste sur cette table-là. Et pour moi, j'ai fini. Voilà, je pense que j'ai...